toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, les gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que on m'entend bien. Je suis Jean-Pierre Saunier, je suis guide raélien, ambassadeur du futur au sein du mouvement raélien. Et puis avec toute la petite équipe, eh bien, nous allons vous accueillir et puis passer un bon moment ensemble. À mes côtés, donc, Marilyn Canin, qui est guide raélienne également, ambassadrice. Evelyne, qui est aussi donc animatrice et qui sera votre interface entre vous et le plateau. Nous vous souhaitons bienvenue, bien sûr. Nous avons le plaisir donc de vous accueillir à la 18e. Il y en a qui me disent que c'est la 19e émission de Tout là-haut dans le ciel. Je pense que c'est la 18e. Émission dans laquelle nous allons avancer encore un petit peu plus notre regard sur les piliers qui portent notre société et surtout quant à l'avenir de cette humanité. Donc, nous aurons des questions, mais là, je vais passer la parole à Marilyn, qui va vous accueillir, elle aussi, avec son grand sourire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Tout là-haut dans le ciel, ce sont des émissions par mois. Nous avons le plaisir d'accueillir pour des thèmes très particuliers des intervenants de qualité qui évoluent et connaissent bien le sujet. Donc, on se retrouve ensemble le premier et le troisième samedi de chaque mois. Et je vous présente l'équipe. C'est aussi donc une équipe Tout là-haut dans le ciel. Donc, Jean-Pierre que vous venez de voir, moi-même. Evelyne, qui s'occupe de l'interface entre vous et nous, à la fois sur Zoom et à la fois sur YouTube. Eliane, notre précieuse documentaliste. Et Evangelos au piano des images et du son avec Alcy et Manu. Alors, le sujet abordé ce soir, la singularité, une ère nouvelle pour l'humanité. L'entrée dans un monde paradisiaque ou dans l'enfer, qu'allons-nous choisir ? Nous avons lancé un sondage cette quinzaine pour avoir un petit peu le ressenti des personnes sur Internet. Et je laisse la parole à Evelyne qui va nous donner les résultats. Merci Marilyn, bonjour à toutes et tous. En effet, un sondage pendant toute cette quinzaine. Avant d'y revenir, je tiens à préciser qu'effectivement nous sommes en direct. Donc j'invite toutes les personnes qui ne souhaiteraient pas être vues à couper vos caméras. Vous pouvez constater que les micros sont coupés également, mais ils vous seront rétablis donc dès qu'il y aura la séance questions du public, puisque au long du déroulé de l'émission, nous aurons un moment dédié aux questions du public. Donc oui, le sondage effectivement a été lancé sur le thème de ce soir, la singularité. Alors, nous pourrons voir les questions, si vous voulez bien, de ce sondage, le mettre peut-être en évidence, ce poste. Non, pas d'évidence. Alors, le sondage en question, c'était qu'évoque pour vous la singularité ? Qu'en attendez-vous et dans quel état comptez-vous l'aborder, cette singularité ? Voilà, dans quel état d'esprit allez-vous entrer dans cette nouvelle ère ? Donc, de nombreuses réflexions, de nombreuses questions ont été posées, des questions auxquelles donc nos invités pourront répondre tout au long du déroulé. J'en ai sélectionné quelques-unes pour qu'il y ait déjà une première matière à réflexion. En l'occurrence, si la société est nourrie par les machines, ne risque-t-on pas de perdre le sens de nos responsabilités vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres ? Une autre, l'ère de la singularité, n'est-elle pas l'entrée dans le transhumanisme tel qu'il est défini par le club des dirigeants fortunés de la planète ?
Donc, il y en a d'autres, hein, bien évidemment, et j'invite également les internautes, puisque, comme vous l'avez dit, on nous suit également sur YouTube, notre chaîne Les Ambassadeurs du Futur, à interagir et à poser des questions, ainsi que dans la salle de Zoom. Et là, je vais en lancer encore une qui m'a été encore posée, justement, pour avancer dans le débat. Qu'est-ce que la singularité et devons-nous la craindre? Et puis, petite deuxième quand même, la singularité pourra-t-elle se développer partout en même temps et pour tous et sera-t-elle partagée? Donc voilà, alors à ce moment-là, vous avez de quoi réfléchir, de quoi développer. Donc je vous laisse vous amuser. Bienvenue encore à tous et belle émission. Je vous cède la parole. Merci Evelyne. On va aborder toutes ces questions au fur et à mesure dans l'émission. Alors, avant toute chose, qui sommes-nous, nous, mouvement raélien? Donc, nous sommes membres du mouvement raélien européen et africain, pour les personnes qui sont là. Et nous intervenons ici en tant qu'ambassadeurs du futur. Alors, pour information ou pour mémoire, les fondamentaux du mouvement raélien sont simples et cependant bouleversants pour notre société. Ils se résument en 5 points. Il y a très longtemps, des humains d'une autre planète ont visité l'espace grâce à leur technologie que nous découvrirons un jour, à la recherche d'une planète totalement vierge. Ils découvrirent la Terre. Ils y ont entrepris une vaste opération de terraforming et ont installé des laboratoires et ont entrepris des travaux interdits chez eux. Ils y créèrent toutes les formes de vie présentes aujourd'hui et celles disparues. Ils ont aussi créé l'humain à leur image et ressemblance, le tout grâce à une parfaite maîtrise de l'ADN. Nos ancêtres, qui ont vécu un temps avec eux, les ont appelés Elohim, ceux qui sont venus du ciel. Le temps passant, ils les ont pris pour des dieux. Lorsque ces Elohim ont décidé de laisser les humains se développer par eux-mêmes, comme l'exige la règle naturelle pour les créateurs d'humanité dans l'univers infini, ils sont retournés chez eux et ont envoyé des guides aux périodes les plus cruciales du développement de l'humanité. On les a appelés les prophètes. Abraham, Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet, le Bab, Kimpavita, Joseph Smith, les prophètes hommes et femmes, une quarantaine, qui ont apporté des conseils aux humains pour les amener à comprendre le moment venu, la réalité sur leur origine. L'âge de l'Apocalypse est arrivé depuis 1945, où l'homme a commencé à maîtriser la matière, l'atome, et à l'organiser de manière de plus en plus complexe, jusqu'à commencer à façonner des premières formes de vie. Là, les esprits les plus éveillés aujourd'hui comprendront, au regard de cette révélation, facilement l'histoire de l'humanité. Le 13 décembre 1973 et 6 jours de suite, un extraterrestre a rencontré un homme de la Terre qui sera adoubé le dernier messager des Elohim. Il l'appellera Raël et lui confiera 2 missions. Diffuser cette révélation aux humains, préparer une rencontre officielle dans une ambassade qui sera construite à cet effet et où seront reçus les dirigeants des peuples de la Terre afin de préparer cette humanité à l'entrée au sein des civilisations extraplanétaires. Si vous voulez participer à cette mission, n'hésitez pas à nous le dire et parlez-en autour de vous. 5 mots vous aideront à transmettre ce message fantastique. Elohim, ADN, prophète, apocalypse, ambassade. Ce sont les fondamentaux de cette révélation. Voilà, et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir 3 invités qui portent un intérêt important sur le thème de la singularité, de par leur engagement philosophique et professionnel. Donc, nous avons Noursia Mouneyi, Karim Ouattara et Marcel Terrus. On va faire connaissance avec vous. Je vais commencer par Noursia.
Nourcia, en 2 minutes, peux-tu nous dire qui tu es, tes activités, quand et pourquoi tu as rejoint le mouvement raélien? Bonsoir Marilyn et merci. Bonsoir à tous. En effet, moi c'est Nourcia Mounei, mais raéliennement je préfère m'appeler Infinity, un peu dans le sens de quelqu'un qui se fixe des challenges, quitte à les défier, en fait, voilà, se surpasser quoi, dans ce sens-là. Et donc je suis guide évêque niveau 5 dans le mouvement raélien international. Je suis responsable continental donc de la cellule sciences pour CAMA, l'Afrique. Je suis également responsable national de l'enseignement pour l'Afrique du Sud et porte-parole du mouvement raélien au Congo. Alors, je suis ingénieure de formation en sciences. Couper un petit peu. Petite interruption au son. Dans le numérique et l'artisanat. Alors, j'ai rejoint le mouvement raélien, je devais avoir 15 ans. On va certainement dire, bon, tiens, c'est parce que ses parents le sont. Hein? Et ça, c'est ce que la société dira. Mais non, c'est plutôt une conviction personnelle. Voilà, je suis rentrée en contact des messages et depuis lors, voilà, je le sens, je le vis et voilà. Parfois même, j'ai tendance à penser que je fais partie de ces élus-là, comme le disent les messages, ceux qui ont été créés avec un petit plus dans leur gène, dans le sens d'avoir la facilité, en fait, une fois entré en contact des messages, mais tout de suite, là, le ressentir, quoi. Il y a une sorte de déclic. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je me sens, un peu comme une élue. Merci. Oui, dis-moi alors, Infinity, on a eu une petite panne de son pendant juste quelques secondes. Je ne sais pas si tout le monde a eu le cas de figure, mais pour ceux qui l'ont eu, tu veux rappeler ta profession? Tu es ingénieur, tu as dit, en informatique, c'est ça? Alors, je suis ingénieure en sciences et nouvelles technologies, notamment dans le domaine de la robotique et l'intelligence artificielle, en parallèle électronique et l'informatique. D'accord, donc en fait, tu es en plein dans le sujet de ce soir, ok. C'est bien. Merci, je redonne la parole à Marilyn. Merci, Nourcia. Donc, Karim, donc même question, qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu rejoins le mouvement et quand? Voilà, dis-nous. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux internautes qui nous suivent. Je suis Karim Ouattara, guide évêque raélien, responsable continental de l'enseignement en Kama. Et puis, côté professionnel, je suis ingénieur informaticien, électronicien aussi. Voilà, et comment est-ce que j'ai rejoint le mouvement raélien? À un certain âge, tout le monde se pose des questions fondamentales. Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là d'ailleurs? Quel est le sens de la vie? Bon, et à ces questions-là, on tente de trouver des réponses. Il y a des réponses basiques qu'on nous donne déjà dans notre éducation. On nous parle d'un certain Dieu, on parcourt des religions, mais c'était toujours des questions qui n'arrivaient, enfin, des questions que je n'arrivais pas vraiment à satisfaire avec les explications qu'on nous donnait. Et donc, un jour, j'ai découvert le mouvement raélien à travers une conférence. J'étais très curieux aussi, hein, parce que pour moi, le monde, l'univers, la vie, c'est un puzzle. Donc, toute information que je reçois doit pouvoir trouver sa place dans le puzzle de la vie. Alors, j'avais un puzzle trop dérangé dans ma tête jusqu'à ce que je trouve le mouvement raélien qui m'a permis vraiment de pouvoir ranger toutes les informations que je reçois dans la vie dans une carte vraiment de façon harmonieuse. C'est un message que j'ai ressenti, j'ai compris, qui m'a passionné. Et puis, j'ai décidé de suivre le maître Raël, de l'aider dans sa mission, ces 2 missions, diffuser la vérité sur nos origines et puis construire l'ambassade. Et aujourd'hui, je suis très, très heureux de participer à cette émission avec mes frères d'autres continents. Merci beaucoup. Ensuite, Marcel, c'est un grand privilège d'accueillir l'un des pionniers du mouvement raélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, même question, qui es-tu? Quand et pourquoi tu rejoins le mouvement raélien?
Il faut que tu mettes ton micro, Marcel. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Vous m'entendez? Parfait. Ok, super. Alors écoute, pour te résumer un petit peu ce que je suis, eh bien, je suis à la fois un pionnier, un vétéran et un patriarche. En ce sens que je suis un pionnier parce que je connais le mouvement depuis très très longtemps. Je connais le mouvement et j'ai intégré en 1976. Ça fait donc déjà pas mal de temps. Un vétéran parce que je suis un vieux soldat qui a participé à 1000 combats pour la défense de nos idées. En France en particulier, on a beaucoup subi il y a quelques années tout un ensemble de pressions politiques avec des mouvements anti-sectes contre lesquels il a fallu se lutter. Et puis, je suis également un patriarche parce que dans très très peu de temps, je vais avoir 80 ans. C'est pas marrant, mais il faut faire avec. Alors donc, mon intégration dans le mouvement raélien est ancienne et pourquoi je me suis intéressé au mouvement raélien? Parce que j'ai une formation d'ingénieur, mais d'ingénieur chimiste. Et j'ai passé une bonne partie de ma carrière professionnelle dans des entreprises avec une longue séquence dans un laboratoire pharmaceutique. Donc, j'ai toujours été intéressé par la biologie, tout ce qui concerne la vie. Et pour moi, la lecture des messages, c'était un petit peu la synthèse, un petit peu science et religion. J'étais tout à la fois intéressé par les, par les sociétés anciennes, par les philosophies anciennes, par les religions. Et avec les messages, eh bien, j'avais le point de convergence, le point de rassemblement, le point de synthèse entre science et religion. C'est en ce sens que ça m'a beaucoup intéressé. Et au cours de cette longue période que j'ai passée dans le mouvement, eh bien, j'ai vu passer différents thèmes auxquels je me suis toujours associé, parce que j'ai un grand intérêt pour les sciences et techniques et j'ai toujours essayé de faire un petit peu de vulgarisation scientifique dans le mouvement. C'est vraiment un point qui pour moi était très important. Voilà, c'est une présentation très sommaire, mais ça suffit largement. Merci, merci Marcel, merci Karim, merci Infinity. Je suis très, 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 très heureux de vous voir là et très honoré parce que vous êtes quand même des personnages clés au sein du mouvement et clés au niveau de la planète, car le message que vous avez à apporter est comment dire, une serrure qui doit ouvrir beaucoup, beaucoup de, comment dire, d'informations sur l'inconnu, un inconnu que la plupart des humains sur la Terre ressentent comme quelque chose comment dire, de trouble, de pas tranquille et autres. Et là, vous êtes là, vous, tout au long de votre vie, vous êtes là pour éclairer, pour démystifier toutes les choses qui ont été mystifiées et vous ouvrez sur, avec un éclairage extraordinaire, notre horizon, ce que peut être l'humanité dans un avenir très proche. Nous allons aborder donc un vaste sujet de société ce soir avec un sujet principal, donc c'est la singularité. Pardonnez-moi. Mais inévitablement, on va aussi évoquer deux autres sujets que nous aborderons plus précisément prochainement dans les 3 mois qui viennent. Il y aura 2 sujets qui vont apparaître. Donc, nous ne développerons pas ces sujets complètement ce soir, mais on va les effleurer, on va les aborder. C'est nécessaire, on est obligé de passer dedans. Mais si on voulait plonger véritablement dedans, il nous faudrait 3 à 4 heures pour y aller à fond. Aujourd'hui, donc, nous allons faire un effort en traitant donc ce thème en 1h30 maxi, et on fera de même pour les autres sujets à venir. Les 2 émissions qui vont nous plonger donc dedans, c'est en fait l'ouverture de ce qu'on pourrait appeler l'entrée dans l'ère de l'éolimisation de l'humanité. C'est-à-dire un jour, nous allons partir dans l'espace et nous allons devenir aussi des Elohim, des extraterrestres. Donc, ces 2 sujets qu'on va effleurer, ça sera l'intelligence artificielle et puis le transhumanisme. Mais bon, on va voir ça un peu plus en détail. Donc aujourd'hui, entrons dans l'ère de la singularité. La singularité fait beaucoup parler en fait autour de nous. Tout le monde sur la planète parle de la singularité et les personnes qui sont les plus averties savent bien que nous sommes en train de vivre un tournant qui est capital, qui est décisif dans cette société. Et pour ceux qui découvrent pour le moment cet instant particulier, pour la première fois, il y en a peut-être parmi les internautes, eh bien je vous invite vraiment à tendre l'oreille attentivement car
comme chacun, vraiment tous sur cette planète, nous devons nous y préparer, car ce thème de la singularité, il va être porteur de grands changements, pour ne pas dire de bouleversements dans nos existences. Alors cette entrée dans l'ère de cette singularité va nous amener à revoir, je dirais, nos copies, hein, toutes nos copies de vie, notre feuille de route que nous nous sommes donnée. Il y a des tas de choses qui vont bouger. Des paradigmes, ça va être la rupture avec des tas de paradigmes. Ça va pas manquer, mais il faut une chose, c'est en être rassuré. Il ne faut pas avoir peur de ce futur, hein, il ne faut pas craindre ces étapes. Elles sont, c'est vrai, incontournables, mais elles vont être ô combien salvatrices. Donc, l'aspect technique sera mis aussi à lourde épreuve, hein, comme tout l'aspect sociétal, hein, qui va lui aussi faire l'objet de vastes transitions. Marcel, qui est là, va nous ouvrir quelques fenêtres sur une grande cour où vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire tout au long de cette soirée. La cour, elle est vaste et elle est remplie de plein de surprises. Noussia et Karim, de leur côté, qui sont plongés dans des activités professionnelles, vous l'avez entendu tout à l'heure, entre, comment dire, dans ces domaines, je dirais d'une manière professionnelle, mais aussi philosophique. Donc tous les trois vont aussi nous rassurer quant à nos façons de vivre, hein, et surtout vivre ensemble en harmonie par la compréhension d'un lien commun, celui de l'infini. C'est un lien et un lieu commun, l'infini, que nous ne percevons pas toujours très bien. On va en discuter là aussi, mais ça va être une étape importante. Notre humanité, elle a connu des étapes assez grandes dans ces changements. Je ne vais pas faire tout l'historique de ce qui a pu se passer, mais on a quitté les Elohim, vous l'avez vu dans le diaporama, le petit film tout à l'heure. Ils sont partis, nous ont laissés avec des atouts pour pouvoir vivre, survivre, et puis on a grandi, hein, et toutes les progressions étaient là, avec des changements brusques bien souvent, et des changements plus modérés, mais on a vécu tout notre parcours dans des changements, et il a fallu s'adapter avec des comportements, des attitudes et autres. Eh bien, là, on rentre dans quelque chose de tout à fait nouveau, et qui va être un changement très fort et beaucoup plus fort que les autres, parce que là où le rythme pouvait arriver doucement, là on va entrer dans un rythme de changement qui va être très perturbant, parce que ça va aller très vite, très vite. Alors, est-ce qu'on est prêt à y aller? Moi je dis bon, il faut y aller. Alors voilà, je vais laisser parler Raël, qui va nous ouvrir une petite porte là-dessus justement. Welcoming the planet, the Elohim. This week was a very beautiful week because there was some scientific article. Maybe you saw on my Facebook page or in Rail Science, where scientists talk about contact with extraterrestrials. And they say maybe the most advanced civilization in the universe they are not in human or biological bodies. But they say maybe like everybody, like we do now on Earth, more and more we create powerful computers, artificial intelligence, AI, and already some scientists on Earth are thinking about the possibility to download yourself in a computer. Then you live forever in a virtual world in a computer.
And you are free from every biological need. そしたらすべての生物学的なこの体から解き放されるそのニーズがなくなるんですね。No need to eat, 食べる必要もなく、 no need to pee, おしっこする必要もなく、 no need for period, for girls. 生理もなく、 But you can have the same, all the pleasure, でも同じようなすべての喜びを感じることができます。 tasting things, 味わうこと、 smelling things, かぐわしい香りを嗅ぐこと、 having sex, セックスすること、 but in virtual reality. で仮想的なその体験ができるんです。 So these scientists say we must not search for extraterrestrial intelligence in the universe. この宇宙で知性的な異星人を探す必要がないと科学者は言ってます。 As human 人間として or biological being, but we must search for artificial intelligence. それよりも人工知能的な存在を探した方がいいと。 This week, で、今週行ったんですね。14 years ago, 14年前、in 2002, 2002年に in Las Vegas, ラスベガスで I said the same thing. 同じことを私言ったんです。 I explained that maybe 多分そうなるでしょうって説明したんです。 it's not a part of the message. メッセージの部分じゃないですけど、 It's just to open your mind on the possibilities. でも心を開いてこの可能性っていうのを考えると、 Maybe 多分 the Elohim エロヒムが live in a huge computer. 大きなコンピューターの中に住んでらっしゃって、 And sometimes, で、時々 when they want, 彼らが欲するとき、 they download themselves ダウンロード、自分自身をダウンロードして、 in a biological body その生物学体にダウンロードして、 to go on some planet and create life. で、どっかの惑星に行って、で、生物を作ると、創造すると。 Or to contact prophets. もしくは、預言者にコンタクトをして、 And then they go back そしてまた元に戻って、 in the computer. コンピューターの中に戻って、 But they can also enjoy being in a body for a while. しばらくの間体を楽しめますけど、 Having the security 安全性を持って、 to have a backup in the computer. でもコンピューターの中にバックアップを持っておいて、 So they can enjoy extreme sport, every danger. すべての危険なスポーツにも挑戦できるし、 And if they die, でも死んだら、 they have the backup. バックアップがあるんだ。 You know the backup in バッ your クアップ computer. の意味が分かりますよね。 And that's what I explained っていうのを説明したんです。 14 years ago, 14年前に。 because I am a prophet. その私、預言者ですから。 And now scientists open the possibility. でも今ようやく科学者がこの可能性というのを開いたんです。 Now 今、 I will enjoy this opportunity 私はこの機会を楽しみますね。 to bring you a little bit higher. 皆さんにもうちょっとだけ高く、Voilà, donc on commence fort et donc on est carrément tout de suite dans le sujet de la singularité. Donc dans divers milieux, on parle de singularité, mais on ne sait pas forcément ce que c'est. Une personne dans le sondage estime que c'est une croyance, d'autres que c'est de la science-fiction. Et est-ce que voilà, donc il y en a d'autres qui disent que c'est simplement une avancée naturelle du progrès et c'est en fonction de la compréhension de l'homme. Donc dans le monde scientifique, de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque le terme singularité? Bon, voilà, qu'est-ce que c'est que la singularité? Je vous laisse la parole à tous les trois. Alors, est-ce que je peux prendre la parole directement? Vas-y, oui. Voilà. Alors, la singularité, avant d'aborder le sujet de la singularité, sachant que la singularité, c'est un mot qui exprime plusieurs choses à la fois. Hein. Voilà, on a la singularité en mathématiques, la singularité en physique, mais là, en l'occurrence, nous parlons principalement de singularité en technologie, la singularité technologique. L'être humain a de tout temps inventé des outils pour prolonger ses sens et ses organes. Par exemple, on ne voit pas très loin, donc on a inventé un outil qu'on appelle la loupe, qui nous permet d'aller, de voir au-delà de notre vue naturelle.
On a fait la même chose pour nos bras, pour fabriquer des outils, la machette, la tabac. Pour nos pieds aussi, on a inventé des outils comme le vélo, la moto, la voiture et même l'avion pour nous permettre de nous déplacer vite et rapidement. Et c'est pour la première fois dans l'humanité que l'être humain invente un outil, qui est l'outil informatique, qui permet cette fois-ci de prolonger son intelligence. On a connu des premiers balbutiements de l'informatique. Et aujourd'hui, on arrive à une époque très importante où on commence à programmer ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Avant, l'informatique servait juste à stocker des données, à les traiter, basiquement. C'était des traitements faciles que l'être humain pouvait faire, ou alors à transporter des informations sur une longue distance. Mais aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. C'est le premier outil qui prolonge vraiment notre intelligence. Ça touche à la particularité de l'être humain. Plus globalement, une singularité, c'est un point de rupture où les paradigmes changent, où les lois qui s'appliquaient, les règles qui s'appliquaient avant d'arriver à la singularité changent totalement. Si on veut appliquer ça à la technologie, la singularité technologique dont nous parlons, il s'agit principalement du moment où l'ensemble des ordinateurs que les êtres humains ont créés ou auraient créés auront atteint la capacité cognitive de l'ensemble des cerveaux humains. Je résume un peu, c'est-à-dire quand on met l'intelligence artificielle de tous les ordinateurs de la Terre ensemble, cette intelligence artificielle-là est supérieure à l'intelligence, la capacité cognitive de tous les êtres humains mis ensemble. Ça signifie quoi? Ça signifie que toutes les expériences scientifiques que les humains faisaient en laboratoire, toutes les explorations, toutes les prouesses technologiques que nous faisons pourront être faites maintenant par des ordinateurs, des machines. Voilà. Et donc, c'est un point de rupture. Il y aura un emballement du progrès scientifique et des changements qui vont induire des changements imprévisibles hein, dans la société. Parce que la science va évoluer tellement vite, la technologie va évoluer tellement vite que ça va changer totalement, ça va impacter tous les aspects de la société et de nos vies. C'est comme ça que je peux expliquer la singularité technologique. Merci Karim, c'est déjà un bel éclairage. La vision féminine, je peux la voir aussi, ce qu'est la singularité. Oui, mais bon, en gros, c'est un peu ce que Karim venait de développer. Hein. Sinon, je vais juste ajouter une pensée justement d'un écrivain, Ray Kurzweil, un Américain qui a écrit un livre sur la singularité est proche, qui a été publié en 2009, où il dit que la singularité technologique est justement une période future où le changement sera très rapide et que son impact sera si profond que tous les aspects de la vie humaine seront irréversiblement transformés, quoi. Voilà. Et donc, ajouté à cela, il y a aussi Irving, le mathématicien Irving John Good, qui dit que ça sera, une fois que l'humain aura atteint justement cette singularité-là, cette invention-là, en fait, ça sera la dernière invention que l'humain aura la nécessité de faire, quoi. Ça sera le top des tops. Mais vraiment, comme expliqué tout à l'heure, Karim, c'est scientifiquement, en fait, techniquement, c'est un peu ça la singularité. Marcel. Oui. Eh bien, écoute, pour donner une approche un petit peu complémentaire à l'excellente présentation qu'a fait Karim, je dirais que la singularité, ce n'est pas un événement qui se passe à un moment précis et en un lieu précis. C'est une succession de transformations qui s'étalent dans le temps et qui ne se manifestent pas partout pareil, parce que malheureusement, la planète est composée d'un certain nombre de pays, de sociétés, de groupements qui ne sont pas du tout aussi avec les mêmes moyens les uns que les autres. Il y a des sociétés qui sont plus ou moins développées, plus ou moins techniques, et d'autres qui ont malheureusement un petit peu de retour. Donc ça ne va pas se passer simultanément partout. Et dans cette période de transformation, si on peut prendre une image,
une métaphore, on peut dire que c'est un petit peu la métamorphose du papillon. Le papillon, avant d'être papillon, il est chenille. Et la petite chenille, je ne sait pas du tout ce qu'elle va devenir. La chenille, elle n'a pas du tout idée de ce que sera son destin de papillon qui va s'envoler et qui va faire des tas de choses qui sont inimaginables pour la chenille. Eh bien, l'humanité est un petit peu dans la même situation. C'est très difficile de dire avec certitude ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c'est que nous allons nous ouvrir sur l'infini, nous allons prendre contact avec des sociétés extérieures, nous allons modifier l'homme lui-même, et cette transformation, cette métamorphose est un événement tout à fait fondamental. Alors, cette transformation se fait en différentes étapes, et on peut dire qu'il y a en gros, nous sommes en train de vivre la 5e révolution industrielle. La première révolution industrielle, c'était la vapeur, c'était au début du 19e siècle, la révolution de l'électricité, la révolution de l'automatisation. Aujourd'hui, la révolution par l'ordinateur et l'intelligence artificielle. Et la grande révolution qui arrive, la grande métamorphose qui arrive, c'est le développement des machines autonomes qui vont nous remplacer dans l'ensemble des tâches de production et les tâches vivrières d'organisation que nous avons. Et c'est là vraiment un saut dans l'espace, un saut dans la technologie. Mais attention, il faut faire attention parce que quand on parle un petit peu de cette société du futur, on a tendance à penser que d'une part, elle va arriver très vite et que ce sera très facile. Ben, pas du tout. D'une part, ça va prendre un certain temps, mais surtout, ça ne sera pas facile du tout. Parce qu'il va falloir changer nos habitudes, il va falloir changer nos paradigmes, il va falloir changer notre société. Parce que l'une des particularités de cette singularité, c'est qu'elle a un impact sur la singularité économique. La société va rencontrer un bouleversement économique et nous allons vers la fin du capitalisme et une concentration des moyens qui va provoquer une crise considérable. La société du futur, ce n'est pas du tout la société en compétition que nous connaissons aujourd'hui, c'est une société beaucoup plus partageuse, collaborative, et c'est tout à fait autre chose que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous parlerons de tout cela tout à l'heure, mais ayons bien conscience que la société du futur, la société dans la singularité qui arrive, c'est l'ouverture sur l'extérieur, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'harmonisation entre les populations de la planète et c'est l'ouverture vers des populations extérieures. Waouh, beaucoup d'informations. Merci à tous les trois. Il y a une question qui a été posée, une peur en fait qui arrive. Alors, on va donner toutes les informations. Enfin, on va recevoir plein d'informations au fur et à mesure. À un moment donné, elles vont arriver toutes ensemble. Et à peine arrivée, une information sera complètement dénuée de valeur puisqu'elle sera remplacée tout de suite par une autre. Est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information et l'exploitation de celle-ci? Comment est-ce qu'on va s'organiser au niveau technique pour gérer l'information? Alors, moi, je pense que ça ne posera pas vraiment de problème en tant que tel. Nous le vivons déjà, hein? Nous le vivons déjà. Déjà en 2010, la capacité des données, la quantité de données générées par l'humanité, stockées par l'informatique, était évaluée à environ 2 zeta-octets. C'est-à-dire, un zeta-octet, c'est 1 milliard de téraoctets. Donc, on peut dire, en 2010, on avait 2 milliards de téraoctets. En 2015, on est passé à 12. 2020, 47. Et en 2030, on prévoit d'avoir 612 zeta-octets de données. Bon, les chiffres sont énormes, hein? Mais pour résumer, pour qu'on ait un peu une idée, c'est-à-dire de 2010 à 2020, on passe de 2 à 47. Hein? C'est pour voir un peu l'ordre des grandeurs. Et en 2035, on prévoit d'être à 2142, c'est-à-dire à peine 10 ans, 15 ans plus tard. Alors, donc, la capacité de données, la quantité de données que l'humanité génère déjà est énorme, immense. Si bien que des êtres humains, avec nos capacités que nous avons actuellement,
nous ne sommes pas capables de traiter les données que nous avons et de pouvoir en tirer bénéfice directement avec nos capacités nous-mêmes. Et donc, ça a donné lieu à une discipline dans l'intelligence artificielle qu'on appelle le big data. Le big data, qu'est-ce que c'est? C'est des ordinateurs qui mettent le nez dans une montagne, une grosse montagne de données, et puis réussissent à en tirer des informations exploitables pour l'être humain. Donc, déjà, moi, j'estime que plus la quantité des données que nous allons recevoir ou des informations scientifiques, des recherches scientifiques que nous allons produire va s'accroître, plus nous allons utiliser les moyens même de la technologie que la technologie nous offre pour exploiter ces données-là, pour les rendre accessibles à l'être humain. Aujourd'hui, la technologie s'utilise, en fait, la caractéristique principale même d'une technologie, c'est de cacher la complexité à l'utilisateur final. Je donne un exemple simple. Hein. Tout le monde dispose d'un smartphone avec des applications. Aujourd'hui, dans des applications comme Instagram ou Snapchat qui permettent d'améliorer les photos que nous avons. On a déjà l'intelligence artificielle partout hein, dans nos téléphones. Donc, quand vous prenez un selfie, ce selfie-là améliore votre visage, hein, vous rend un peu plus belle ou un peu plus beau, grâce à des formules mathématiques derrière, notamment le nombre d'or, et avec des ordinateurs derrière qui utilisent l'intelligence artificielle pour reconnaître les images que vous prenez, les photos que vous prenez et les améliorer. Par exemple, tous les traitements informatiques qu'on faisait auparavant avec des outils comme Photoshop sur un ordinateur, mais il suffit de prendre un téléphone portable, vous prenez une photo, le téléphone portable sait reconnaître la scène et améliorer automatiquement, faire les traitements pour que ça soit plus beau. Et donc, un utilisateur lambda qui utilise cette application, mais il n'a aucune idée de toute la complexité qu'il y a derrière l'application. Je ne pense pas que après la singularité, la quantité d'informations qui va être générée pourra vraiment être dérangeante à traiter. Voilà, c'est mon idée sur la question. Alors... Oui, monsieur, vas-y. Oui, merci. Alors justement, moi non plus, je ne pense pas que ce flux de données pourrait tuer la connaissance, justement parce qu'on a, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on a nécessairement besoin de ces données-là, par exemple, dans le domaine, comme il a dit tout à l'heure, du big data, où on a besoin de faire des prédictions, par exemple, enfin, je veux dire quoi, sur un axe donné. On a besoin de suffisamment de données, justement, pour pouvoir arriver déjà à les classifier. Il y a une part de données qui va être utilisée pour le training, donc pour faire le traitement, l'analyse, et il y a une part de données qui va être utilisée pour le testing. Et donc, plus on aura de données, plus facilement et plus rapidement, d'ailleurs, je veux dire, on arrivera à prédire des choses beaucoup plus vite. Aujourd'hui, par exemple, grâce aux grandes données aussi, hein, l'intelligence artificielle, on parle d'une nouvelle découverte là en nanotechnologie, une intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable de prédire en quelle année en fait une personne pourrait peut-être souffrir du cancer. Vous voyez un peu. Et donc pour arriver à prédire cela, ben, il faut un nombre abondant de données pour pouvoir estimer que voilà, dans 10 années, la personne pourrait ou ne pas souffrir de telle maladie. Et ça, on pourrait le faire en moins de temps et si on a beaucoup plus de données. Donc, d'une certaine manière, on en aura besoin. Et dans tous les cas, ce n'est pas parce que le nombre est immense qu'on va tout recevoir. Donc, comme j'ai dit, toutes les données passent par un filtre. Donc, elles vont nécessiter d'être analysées, filtrées. En tout cas, elles vont subir un certain nombre de traitements pour pouvoir obtenir le résultat dont on attend. C'est vertigineux tout ce que vous êtes en train de dire là. Hein. Il y a de quoi prendre le vertige, Marcel. Oui. On peut donner une réponse technique à la question qui a été posée, mais on peut avoir une autre approche, parce que je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que ça sert de tout savoir et de tout comprendre? Est-ce que le but de la vie, ce n'est pas autre chose? Est-ce que c'est le plus savant d'entre nous qui va être le plus heureux? Et si on se pose la question, au fond, pourquoi sommes-nous ici? Et que
l'une des réponses possibles, mais que je vous invite à partager, est de dire on est ici pour être heureux, tranquille. Pour être heureux, on n'a pas besoin de savoir tout ça. Donc, qu'il y ait une minorité d'entre nous qui, pour des raisons personnelles, trouvent de l'intérêt à faire des recherches scientifiques, à développer des technologies, c'est bien. Mais je pense que pour l'immense majorité des gens, c'est une fausse, c'est une mauvaise orientation de sa vie que de vouloir tout savoir et tout comprendre. Bien au contraire, il faut sélectionner. On ne cherche pas à connaître intimement tous les gens qu'on croise dans la rue. On en connaît quelques-uns, on se constitue un petit groupe, mais on n'a pas besoin de connaître tout le monde. Mais là, c'est un petit peu pareil pour la connaissance et pour les informations. On est submergé, on est noyé sous les informations. Si vous allumez votre télévision et que vous regardez toutes les chaînes en même temps, est-ce que vous allez avoir plus d'informations que si vous avez simplement un petit concentré, un petit résumé de ce qui se passe? Bien sûr que non. Donc, ne faisons pas la course à la quantité. La quantité, ce n'est pas important. La quantité, ce n'est pas important. Et vouloir tout savoir et tout comprendre, ça ne rend pas heureux. Bien au contraire, quand on cherche à tout savoir et tout comprendre, on est submergé sous des flots d'informations négatives qui nous déstabilisent. Donc, à la limite, pour vivre heureux, vivons cachés et acceptons de ne pas toujours savoir grand-chose. Entretenons un petit réseau, un petit cercle d'amis avec qui nous avons des relations humaines approfondies. Mais dans la relation humaine, on n'a pas besoin d'avoir une recherche de tout savoir et tout comprendre. Et même dans la relation humaine, un petit peu de mystère, un petit peu de cachotterie, ça enrichit la relation. Voilà, donc ne nous trompons pas d'objectif, tout savoir, tout comprendre, c'est pas important. Quelle sagesse, quelle sagesse, Marcel, c'est super. J'en attendais pas moins. C'est formidable. Ça relativise bien les choses. Bon, il est certain que quand j'entends vos discours, en fait, c'est la machine, c'est l'ordinateur, ce sont les machines qui vont prendre le relais et justement se casser la tête avec toute la connaissance et produire peut-être des réponses que l'humain attend au fur et à mesure donc de sa progression personnelle ou sociétale. Cependant, nous ne sommes pas encore, nous, dans une société qu'on va appeler de partage. Alors, comment, justement, les informations qui vont arriver, vous l'avez un tout petit peu survolé tout à l'heure, et comment ça va être redistribué, tout cela? Parce que ça sous-entend donc qu'il y a des réseaux, une connexion globale planétaire. Marcel, tu disais que ça prendrait du temps, là aussi, quand même, pour réussir à faire passer l'ensemble des informations qui vont arriver et utiles. Comment on va voir cela et comment ça va être géré, tout cela? Oui. OK. Donc, comment ça va être géré? Eh bien, franchement, je vais te dire, j'en sais rien. Parce que je pense que nous allons avoir une période extrêmement difficile à traverser. Extrêmement difficile à traverser parce que il va y avoir un grand bouleversement économique et social. Ce bouleversement, il est dû au fait que la mise en place de l'intelligence artificielle, la mise en place de robots, va progressivement détruire des emplois. Et on va se trouver dans une situation tout à fait particulière. C'est que l'intelligence artificielle, les algorithmes, les robots ne sont pas des biens communs. Ce sont des biens qui appartiennent à des sociétés capitalistes ou qui sont contrôlées par des individus, mais qui ne sont pas des biens communs. Or, ces systèmes-là détruisent des emplois et sont dans une situation paradoxale où, pour que le système économique, d'économie libérale fonctionne, il faut qu'il y ait des consommateurs qui aient de l'argent. Or, le système lui-même est dans cette contradiction qu'il détruit des emplois et détruit les clients potentiels de leur production. C'est Kafka. Si tu réfléchis un petit peu à ce qui va se passer, on est dans une situation kafkaïenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose qu'une redistribution des cartes. Et une redistribution des cartes, ça veut dire passer dans une société
paradiste avec une suppression de la propriété individuelle. C'est un grand sujet, on n'approfondira pas ça dans le moment, mais nous allons traverser une période de grande confusion. On a déjà commencé, regarde un petit peu la situation qui existe en France, en Europe et un petit peu partout dans le monde, avec des gens qui ont de plus en plus de difficultés à assurer leur minimum vital, et nous allons avoir une période qui va être très difficile. Merci beaucoup, cher Marcel Terus. Pour aller dans ton sens et donner quelques chiffres, il y a une ONG qui s'appelle l'ONG Oxfam qui fait des statistiques chaque début d'année pour montrer un peu l'état de la répartition des richesses sur Terre. Ben, il se trouve que 1% de la population mondiale, les 1% de la population mondiale les plus riches, détiennent 99% des richesses de la Terre. C'est intenable. Le capitalisme, c'était un système qui a bien fonctionné un moment. Hein, on dit souvent le capitalisme reaganien où l'État s'intéresse pas trop, n'intervient pas trop. Hein, c'est le libéralisme, tout le monde, chacun produit des richesses, crée des entreprises et tout cela. C'était important à un moment donné parce que le capitalisme permettait de récompenser ceux qui font des créations et qui font avancer l'humanité. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a eu de plus en plus de monopoles. Dans pratiquement tous les domaines, le capitalisme est en situation de monopole. On connaît les big tech et c'est la même chose aussi dans le domaine de l'énergie. Il y a des grands groupes qui récupèrent tous les marchés. Si bien que la richesse a fini par se cristalliser autour des 1% des personnes les plus riches. Combiné à cela, avant, dans une usine où on avait besoin de 3000 personnes pour produire des véhicules, par exemple, aujourd'hui, on se retrouve avec une poignée de personnes, une centaine de personnes qui sont chargées de contrôler tout ce qui est bras robotique, qui fait la métallurgie, les soudures, et la peinture. Les processus de création des dernières voitures sont totalement automatisés. On parle encore de plus en plus même de chauffeurs, de véhicules sans chauffeur. Les centres, les entrepôts d'Amazon sont bourrés de robots qui rangent les articles, qui vont chercher les articles dans les étagères et tout ça, si bien que là où un être humain prenait 1 heure pour trouver un article, le robot prend à peine une quinzaine de minutes. Et donc, le capitalisme a bien fonctionné un moment jusqu'à aujourd'hui où les outils que nous fabriquons avec l'intelligence artificielle et la robotique sont en train de détruire totalement les emplois. Et donc, nous sommes à la croisée des chemins. Hein. Nous sommes au point d'un grand bouleversement dans l'humanité parce qu'on produit plus, mais on a de moins en moins de consommateurs parce que les gens perdent leur emploi. Donc, il y a une révolution. Nous sommes à la porte d'une révolution qui aura lieu. Et je dirais même que la singularité technologique, c'est un peu secondaire parce que les grandes masses, les populations ne voient pas ce qui se passe du côté de la technologie, mais ils voient plutôt les répercussions dans leur vie. Et ça crée des mouvements sociaux. On connaît très bien les Gilets jaunes qui n'arrêtent pas de manifester depuis plusieurs années. Il y a aussi des mouvements comme Occupy Wall Street. Et de plus en plus, je vais dire le meilleur exemple même qu'on connaît récemment, c'est le président François Hollande, qui a basé tout son quinquennat sur la création d'emplois. Il a dit quitter, il s'est donné ça comme challenge, mais il a dit quitter le pouvoir, mais sans pouvoir vraiment résoudre son problème. Et c'est impossible. C'est impossible de résoudre le problème de l'emploi aujourd'hui. Plus on va avancer, plus les emplois seront détruits. Donc, les humains seront obligés de mettre en place une nouvelle société qui va prendre en compte les données technologiques et l'avancée technologique que nous connaissons aujourd'hui. On parle même de plus en plus du grand reset. Est-ce que c'est la solution? On n'en sait rien. Mais il va falloir trouver une solution. Tout le monde est conscient que le capitalisme est à bout de souffle et qu'il va falloir changer ça. Super, merci Karim. Lucia, qu'est-ce que tu penses de tout ça toi aussi?
À vrai dire, je ne sais pas vraiment, hein, je ne sais pas vraiment, sinon que je pense qu'on a une stratégie, même dans les messages donnés par elle avec l'humanitarisme. Ça pourrait déjà, d'une part, nous servir de stratégie. Donc, rassembler tous les revenus et puis les redistribuer à tous les humains de la Terre d'une certaine manière. Comme ça, voilà. Enfin, dans tous les cas, une fois qu'on sera arrivé à ce niveau-là où l'humain sera certainement obligé d'une certaine manière de mettre de l'équilibre en fait entre nous, quoi. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on va forcément trouver une stratégie, on va forcément trouver une solution, la redistribution des biens, voilà. Parce que dans tous les cas, on sera obligé d'embrasser cette nouvelle technologie-là, mais donc il faudra mettre les conditions autour pour que tout le monde se retrouve. Oui, les Elohim là-dessus donc ont quelques cadeaux à nous faire par rapport à l'enseignement qu'ils nous donnent. Hein, on va aborder ça. Je pense Marcel a parlé donc de paradisme et autres. On l'évoquera pas complètement, mais c'est une des clés. Ça méritera quand même de tracer quelques lignes là-dessus fortes. On va laisser peut-être juste un petit intermède à Evelyne qui est certainement en train de trépigner là, parce qu'elle doit avoir des questions qui arrivent, donc je vais te laisser la parole. Je suis désolé Evelyne, mais le temps tourne. Je te prends 2 questions si tu veux bien. Choisis bien les bonnes, quoi. Merci. Il faudra répondre à celles qui ont été posées déjà en amont. Ne les oubliez pas, celles-ci. Hein. Oui, effectivement, l'homme va être donc acculé de tant de nouvelles connaissances dans tous les domaines et sera par là même certainement dépassé, on vient de le dire. Comment pouvons-nous le rassurer et faire face à cette émergence rapide? Et quelle place trouvera-t-il dans cette société? Ça, c'est une première question. Ensuite, on parle beaucoup de singularité, mais c'est pour quand? Donc, une deuxième question. Après, il y a dans le fil de discussion des commentaires. Du coup, je peux éventuellement en souligner un aussi. C'est oui, et pour moi, la singularité se produira quand l'intelligence de synthèse accédera grâce à des algorithmes qui développeront sa conscience, ça se connectera d'elle-même à l'intelligence de la synthèse qui suit chaque instant de notre vie et qui siège quelque part dans l'espace autour de notre planète. Un développement philosophique aussi. Mais dans l'immédiat, je cède donc la parole aux invités qui répondront donc à ces questions. Bon courage. Alors, dans la première question, il était justement question de rassurer. C'est bien cela, si j'ai bien compris. Hein? Comment rassurer Tout à fait, oui, merci. Oui. Voilà, en fait, les changements technologiques, tout le monde ne perçoit pas les changements technologiques de la même façon. OK? La grande majorité des humains, en général, ils ne sont pas vraiment réactifs au changement. Hein? Je donne quelques exemples. Hein? Le premier disque de IBM qui faisait 5 mégaoctets, il était énorme comme ça. Il fallait une vingtaine de personnes pour pousser dans un chariot ce disque-là et puis le mettre à l'arrière d'un camion. Hein? Un disque de 5 mégaoctets. Mais aujourd'hui, l'année passée, en 2021, le tout dernier iPhone qui est sorti, il tient dans la main comme ça, mais c'est un téléphone qui fait 512 gigaoctets de mémoire, c'est-à-dire 100 000 fois, hein, en l'espace de 50 ans, 60 ans, les disques on peut stocker des données, attraper des données comme ça, un disque de 500 gigas, un demi-téra en main. Mais en quoi est-ce que celui qui attrape son iPhone se sent bouleversé? C'est tout naturel pour lui. Donc, la technologie va progresser, certes, mais tout le monde ne va pas percevoir ça de la même façon. Le grand public, en général, quand ils ont ça dans les mains, bon, ça ne leur dit pas grand-chose. Ça, c'est une première réaction. Il y aura aussi des scientifiques, les scientifiques et les geeks. Certains seront bouleversés parce qu'eux, ils suivent l'actualité en permanence. Et d'autres seront plutôt surexcités de savoir tous ces changements-là et voilà. Mais ça, c'est une très petite partie de la population.
Et puis, par moment, l'opinion publique sera choquée par certaines informations qui ont été divulguées sans vraiment préparer l'opinion publique. Je peux prendre l'exemple du clonage. Lorsqu'on a annoncé le clonage, les gens ont vu l'implication, les implications du clonage dans leur vie religieuse ou les paradigmes qui changent brutalement, si bien qu'ils ont opposé tout de suite, comment dirais-je, un refus, un rejet de cette technologie-là, au point où même dans certains pays, ils ont fait des lois pour interdire vraiment des recherches sur le clonage. Moi, je pense que ça peut être juste une erreur de communication, une façon de transmettre certains bouleversements qu'on n'a pas fait vraiment de façon harmonieuse. Mais par contre, la population pourra réagir à ces changements, ces grands bouleversements technologiques-là, à une seule condition: si ça impacte leur quotidien de façon significative. Par exemple, mettre en place une intelligence artificielle au niveau des data centers de Facebook pour pouvoir améliorer des photos. Ça, les gens, à la limite, c'est une innovation qui passe, même si la technologie qu'on a utilisée derrière est assez complexe, mais ça passe comme une lettre à la poste, hein, ça ne dérange personne. Mais une innovation importante qui supprime les emplois des gens de façon massive. OK? Une telle innovation va faire réagir le public. Et donc, le public va réagir différemment. Ça dépendra vraiment des innovations qu'on va mettre sur le marché au fur et à mesure. Donc, tout le monde n'a pas la même réaction, mais en général, ce qui va se passer, c'est que les personnes qui seront choquées et bouleversées, moi, j'estime que c'est une frange très minime de la population. Et le maître Raël nous l'a dit. Il a dit, ceux qui seront réfractaires au changement, en général, c'est les vieux, c'est les personnes âgées, mais ces personnes-là vont s'éteindre tout naturellement, vont décéder, et puis les nouvelles générations n'ont vraiment pas trop de mal à appréhender les nouvelles technologies. Par exemple, je prends mon cas, juste un exemple. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais gosse, pour écrire à quelqu'un, à un correspondant aux États-Unis, mon grand frère le faisait, il va poster une lettre qui fait 2 semaines avant d'arriver aux États-Unis. Et 2 semaines pour recevoir la réponse si son correspondant a réagi immédiatement après avoir reçu sa lettre. Et les enfants d'aujourd'hui, en l'espace d'une génération, les enfants d'aujourd'hui, mais pour eux, c'est naturel de prendre un ordinateur, de prendre Skype, WhatsApp, une application, et de communiquer avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Ça ne les impacte pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la grande majorité de la population va pouvoir suivre les changements sans problème. Par contre, une petite frange de la population qui est ancrée dans des principes philosophiques des religions ou des paradigmes et qui sont vraiment scotchés à leur mode de vie, cette petite partie-là aura vraiment des problèmes à s'adapter au monde nouveau. Mais la grande génération, la grande partie de la population, les jeunes en général, pour moi, ça sera naturel pour eux. Voilà, c'est comme ça que j'appréhende cette question. Merci à toi. La seconde question qui voudra donc y répondre, c'est on parle beaucoup de la singularité, mais c'est pour quand? Marcel, ton micro. La singularité a déjà commencé. La singularité, c'est à partir du moment où on commence à utiliser une forme d'intelligence artificielle qui fait des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne savons pas faire. Lorsqu'on voit les voitures Tesla qui circulent sur la route avec des programmes qui permettent d'aller de façon complètement automatique et autonome d'un point A à un point B, on est dans la singularité. Une des applications tout à fait quotidiennes que nous faisons de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est la prévision météo. La prévision météo, qui est maintenant fiable à 8 jours, c'est une application de l'intelligence artificielle. Et c'est une application, c'est un exemple de la singularité. Et je crois que la personne qui parlait tout à l'heure, qui a posé des questions, exprimait une certaine inquiétude. Elle parlait d'une certaine inquiétude parce qu'il y a un facteur autre que celui des technologies, qui est le nombre d'individus qui est sur la Terre.
Et nous avons un problème de surpopulation. C'est un sujet tout à fait différent, mais ayons conscience qu'aujourd'hui, le taux de croissance de l'humanité a été trop élevé, il y a trop de monde sur la planète, il y a un décalage entre le nombre d'individus, les technologies que nous avons et la manière de gérer la vie de chacun qui cause un mal-être. Et la surpopulation est là encore un sujet de préoccupation et une cause de mal-être. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marcel, puisque justement, il y a une question qui parlait justement de la surpopulation et qui disait, nous parlons de surpopulation, qu'est-ce que nous propose la singularité pour répondre à cela? La singularité n'apportera pas de solution au fait que nous sommes trop nombreux. L'excédent de population, c'est à nous de le réduire. Il y a certains continents, certains pays qui ont déjà réglé ce problème. Mais le ralentissement de la prolificité humaine, c'est quelque chose qui se fait naturellement quand le niveau de vie augmente. Et entre autres, quand il y a une émancipation des femmes. Donc l'évolution de la société a pour conséquence une diminution de la prolificité et une baisse de la population. Ça n'a rien à voir avec la singularité. La singularité, c'est le fait qu'on va accélérer les choses. Mais les clés pour faire baisser la prolificité, c'est développement économique et c'est émancipation des femmes. Extra. Infinity, tu voulais dire aussi quelque chose là? Bah, bien évidemment, comment rassurer? Est-ce que vraiment on a besoin de rassurer? C'est un peu ce que disait mon prédécesseur tout à l'heure. Les gens qui seront certainement sceptiques face à l'arrivée de cette technologie-là seront, je suppose, nous aujourd'hui, par le simple fait que, enfin, je veux dire, le simple fait d'envisager cela peut nous faire peur. Mais pour les générations futures, eux, ils arriveront au moment même où cette technologie sera déjà présente et donc ils n'auront certainement pas de problème justement à s'adapter à cela. Et de l'autre côté, c'est vrai que comparer ça avec les découvertes comme le téléphone ou encore la machine à laver et tout ça, ça peut sembler un peu, bon, un peu comme si ce n'était pas la même chose parce que bon, la singularité, c'est énorme, c'est immense, mais je pense que ça peut être vu de la même manière. Pour quelqu'un qui sait que la technologie est un domaine vaste et qui s'accélère au fil des années, mais normalement devrait s'y attendre, devait être préparé à l'arrivée de la singularité, de cette technologie-là. Un peu comme quand le téléphone est arrivé, je ne pense pas qu'on ait eu à avertir qui que ce soit que le téléphone allait arriver. Mais pourtant, on en bénéficie. Parce qu'après, toutes ces découvertes-là, ça vient simplement pour nous aider. Voilà, ça vient pour répondre à un besoin. Et certainement, la singularité viendra répondre à beaucoup plus de besoins même qu'on n'envisage pas pour l'instant. Mais au moment où on sera face à ces besoins-là, on sera face à ces défis-là, on va se sentir un peu plus à l'aise et on sera beaucoup plus, je veux dire, plus ouvert à cette technologie-là. Et donc, je ne pense pas qu'on ait nécessairement besoin de rassurer avec, je ne sais pas, une stratégie d'approche pour expliquer que voilà les bienfaits et tout. Toutes les découvertes scientifiques, du moins sans intérêt négatif ou encore économique, sont pour le bien de l'humanité, de l'humain. Ok, Infinity. Dans la quinzaine, là, j'ai eu aussi, moi, des remontées de sondages. Et malgré tout, psychologiquement, je constate que là, vous êtes optimiste dans ce que j'entends là, mais ce que j'ai pu remonter, moi, comme information, il y a quand même une forme, je vais pas dire d'inquiétude, mais quand même comment dire, une tension qui est là. Il y a quelque chose qui revient assez souvent, mais est-ce qu'un jour, cette singularité, cet amas de connaissances, et comme vous le disiez tout au début, hein, la masse d'informations qu'il y a, et lorsque les robots, les outils que l'on va fabriquer, et que l'on va même voir des outils fabriquer des robots à leur égale, et voire encore plus performants qu'eux-mêmes, est-ce que à ce moment-là, il va pas y avoir aussi, c'est la crainte que j'ai pu voir dans les sondages, est-ce que ces machines-là ne vont pas à un moment donné prendre l'autorité? Peut-être Marcel, es-tu à même de...
Oui, là, on va rentrer dans les romans de science-fiction, puis on Ben va oui, je parler, sais bien. on va avoir peur de Terminator, hein. Non, mais à mon avis, c'est pas exactement comme ça que les choses se passent, en ce sens que euh, tout ce que l'on fait aujourd'hui, y compris les robots qu'on est en train de faire, ce sont des machines qui répondent à un service, qui n'ont pas d'autonomie. Et tant que nous ne faisons pas des machines qui sont réellement autonomes, qui ne sont pas simplement pour répondre à un besoin avec des limites extrêmement précises, il n'y a absolument pas ce genre de crainte à avoir. Donc, je crois que le véritable grand saut dans le futur se fera non pas par le développement de l'informatique, avec du hard tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais se fera par le développement de systèmes biologiques. Et d'ailleurs, si vous reprenez les messages, vous voyez que l'une des motivations qu'ont eu les Elohim, ça a été de faire quelques petites améliorations sur les systèmes biologiques qui étaient chez eux et d'expérimenter ailleurs. Et d'ailleurs, vous le savez, nous-mêmes, nous sommes des prototypes. L'humanité qui est installée sur la Terre, qui est la première d'une série de créations qu'ils ont fait, est une création prototype. Et les choses se font de façon petit à petit, parce que bien évidemment, on a des craintes de rendre totalement autonome. Parce que tant qu'on fait des machines qui répondent uniquement à un programme, qui sont en quelque sorte prisonnières des limites de leur programme, il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais si nous ne mettons pas si nous n'accompagnons pas cette autonomie de la conscience, là, on risque d'avoir des catastrophes. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche. Et c'est en ce sens, les machines, même les plus sophistiquées que nous faisons aujourd'hui, restent des machines asservies. Elles n'ont pas une réelle autonomie. L'autonomie viendra quand on saura créer de la conscience. Mais là, on n'en est pas prêt. Là, c'est vraiment une autre étape. C'est pas pour tout de suite. Donc, il va y avoir un gros changement. Et les gens n'auront pas forcément peur, etc., parce que ce seront des jeunes qui vont arriver, etc. Alors, on va arriver au niveau politique. Est-ce que les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui sont prêtes à changer le mode de gouvernement, elles sont prêtes à recevoir cette intelligence qui va arriver, qui va répondre à des questions? Il faudra remettre en cause et en question le système. Est-ce que les personnes qui nous gouvernent aujourd'hui sont prêtes? Et voilà, ensuite, quel système va-t-on mettre en place? Oui. Si tu permets un élément de réponse, le problème ne vient pas des hommes politiques. Le problème vient des gens qui les élisent. Dans les systèmes démocratiques, quand ça marche, bien les citoyens portent au pouvoir, choisissent leurs représentants qui vont les diriger. Et le problème, c'est pas du tout les dirigeants, c'est pas les hommes politiques. Le problème, ce sont les électeurs. Et tant qu'on aura des populations qui sont abêties et asservies, qui sont conditionnées par toutes les conneries qu'on nous raconte, il n'y a qu'à ouvrir la télévision pour le comprendre tout de suite, on n'avancera pas. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui un système qui génère la médiocrité. Des gens, une population médiocre porte au pouvoir des médiocres. Ça veut dire qu'il faut une révision du système. Et la révision du système politique, c'est d'échapper au système de démocratie médiocrate dans lequel on est. Il faut passer à un autre système, un système plus élitiste, un système où seule une partie des citoyens qui ont fait la démonstration de leur bon sens, de leur pacifisme, de leur amour des autres, ceux-là pourront voter et élire les meilleurs d'entre eux. Là, ça marchera. Tant qu'on restera dans le système de manipulation permanente, où une bande d'abrutis porte au pouvoir des abrutis, eh bien, ça ne marchera pas. Le problème, ce n'est pas les hommes politiques, le problème, ce sont les électeurs. J'irais même jusqu'à dire que le problème, c'est non seulement les électeurs, mais c'est le système de choix, hein, la procédure qu'on a mise en place pour choisir nos dirigeants qui est le véritable problème. Pourquoi? Parce que qui sont ceux qui font vraiment avancer l'humanité? Ce sont ceux qui ont fait Zoom, nous sommes sur Zoom aujourd'hui, qui résolvent un problème bien pratique, comment à travers plusieurs continents on puisse communiquer ensemble. C'est ceux qui ont fait l'Internet, ceux qui ont fait l'avion, c'est les savants. Donc,
concrètement, ce sont les savants qui résolvent les problèmes de l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, le système politique qu'on a, ben, il y a des spécialistes politiciens, des énarques qui ont fait des écoles de politique spécialement et qui viennent pour entretenir des systèmes qui ne correspondent pas vraiment aux aspirations des populations. Et donc, pour aller dans le sens de Marcel Théris, comme c'est dit dans les messages, il faudrait que l'humanité porte les génies au pouvoir. Parce que ce sont les génies qui font vraiment des innovations pour faire avancer l'humanité. La singularité technologique, ce n'est qu'une technique, ce n'est que des outils technologiques. La singularité technologique ne va pas résoudre les problèmes de l'humanité. Ceux qui vont vraiment résoudre les problèmes de l'humanité, c'est les humains qui vont s'en servir comme un outil. Ce n'est qu'un outil. Et donc, si on sait bien utiliser cet outil-là, eh bien, on va mieux organiser notre société. Aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Tout le monde prend conscience, plus ou moins, que le capitalisme ne marche plus et que nos gouvernants ne jouent pas leur rôle. Maintenant, de plus en plus des voix s'élèvent pour réclamer un nouveau système de gestion, de gouvernance de la société. Nous avons la chance parce que grâce au Maitreya, nous recevons les messages des Elohim, une humanité qui est plus avancée que nous et qui a déjà résolu ces problèmes-là, qui nous donne la solution. L'humanitarisme, du simple fait que vous êtes un être humain, vous pouvez bénéficier du minimum pour vivre, un logement décent, des habits, de la nourriture, une éducation décente, des loisirs, sans avoir besoin de travailler. Et justement, c'est dans cela que la singularité est importante, puisque si les ordinateurs deviennent de plus en plus intelligents et peuvent remplacer l'humain au travail, mais on va mettre les ordinateurs au travail et puis les humains vont bénéficier des produits de l'ordinateur sans avoir besoin de travailler. Par contre, les quelques humains qui voudront travailler pour améliorer ces ordinateurs-là ou pour surveiller le fonctionnement de ces ordinateurs-là, eux bénéficieront du luxe, par exemple. Donc, l'humanitarisme, il faut partager, il faut confier le travail aux robots et partager les ressources de ce travail-là à l'humanité. C'est une solution que les Raéliens ont en main et que ça fait partie de nos missions de pouvoir vraiment divulguer ce genre de système parce que les gens vont se retrouver à un moment donné coincés à la recherche d'un nouveau système de gestion de la société. Nous avons les clés en main, c'est notre mission de pouvoir les transmettre cela. Maintenant, quant à utiliser est-ce que des mauvais esprits ne vont pas utiliser ces outils-là pour pouvoir faire la guerre ou détruire l'humanité ou faire un certain nombre de choses? Moi, je pense qu'il faut faire confiance à l'humanité. Je suis très, très optimiste. Parce qu'au début, c'est sûr, on va faire des bêtises. Hein? Je prends par exemple le cas d'Hiroshima et Nagasaki. Quand on a découvert l'énergie atomique, notre premier réflexe, c'était de faire une bombe pour aller les jeter sur quelqu'un d'autre. Si vous vous souvenez, le prophète Raël nous a dit qu'au moment de lancer la bombe atomique, les Elohim ont discuté entre eux. Ce n'était pas évident. Certains voulaient qu'on stoppe ça tout de suite parce qu'on allait tuer beaucoup d'humains, d'innocents, et que c'était quelque chose de terrible. Et une frange, une partie des Elohim a dit, mais c'est mieux qu'on les laisse faire. Comme ça, ils vont apprendre de cette bêtise. L'humanité aussi nous avons ce qu'on appelle une mémoire collective. On a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on a vu ce que ça fait comme dégâts. Et donc, même si on n'y arrive pas tout le temps, on continue encore à se faire la guerre, mais on se souvient encore de ces catastrophes-là. Nous avons une mémoire commune. Donc, moi, j'estime que dans les premières applications de l'intelligence artificielle, on va faire des bêtises. Et on fera peut-être une bêtise qui va amener tous les humains à s'asseoir pour dire, mais non, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Et on va mettre en place des règles, comme l'a suggéré Isaac Asimov, des règles qui vont permettre de donner une certaine éthique à ce domaine de science et de robotique. La singularité ne fera pas les choses pour nous. En tout cas, ne fera pas tout pour nous. Nous avons aussi notre mot à dire, puisque c'est nous qui mettons en place cet outil-là. Et je compte sur l'humanité pour mettre en place des règles d'éthique qui vont nous aider à programmer ces robots-là pour que ce soit à la fin des outils qui vont servir vraiment l'humanité.
C'est mon point de vue. Avec ta sensibilité, Infinity, comment tu vois la réaction des humains par rapport à ce modèle de société? Comment vont réagir, en fait, et comment aider cette humanité à accepter ce modèle qui va permettre, je pense que les technologies qui vont arriver tout autour de nous ne pourront pas être confiées à n'importe qui, c'est pas possible. Des gouvernants comme on en a aujourd'hui, j'ai peur de leur confier des machines qui vont être susceptibles de faire des tas de choses. Comment allons-nous faire pour que on arrive à un, faire accepter ce modèle, et puis deux, le faire, comment dire, avancer, progresser? Comment tu vois ça, toi? Wow. Assez délicat. Une fois qu'il y aura peut-être une certaine entente entre les humains, et bien, ça sera plus facile de dire que voilà, on décide de mettre en place les génies, donc eux qui vont prendre le contrôle, qui vont diriger, en fait, qui vont nous diriger parce que de par leur niveau ou leur potentiel, peut-être, on va dire ça comme ça, qui sera légèrement supérieur peut-être à certains, justement, qui n'auront pas les mêmes capacités ou les mêmes potentialités intellectuelles. Donc, d'une certaine manière, ça sera... et puis peut-être expliquer ça dans le sens où, dans tous les cas, ça restera un exploit de l'humanité. Voilà. Parce qu'au final, c'est tous les humains qui en bénéficieront. Et donc, de faire confiance à nos génies et puis de les laisser décider à notre place. Tout en, je sais pas, en développant encore plus de spiritualité, plus d'amour, je suppose. Comment nous, Raéliens, pouvons aider cette humanité, justement, et puis pas que nous, Raéliens, tous les humains qui sont à même d'avoir une bonne compréhension de ce sujet, hein, de mettre l'intelligence, l'amour au service de l'humanité. Comment fait-on? Qu'est-ce que l'on fait concrètement? Alors, premièrement, nous déjà en tant que Raéliens, vous savez, on a plein de valeurs, on a des enseignements, plein de valeurs qui vont dans le sens justement de l'amour des différences, l'amour du lointain, la tolérance, l'acceptation et tout ça. Mais donc, commencer par en être des exemples. Voilà, parce que je pense que la meilleure façon d'impacter son entourage, c'est d'être soi-même un modèle, c'est d'être soi-même un exemple. Et donc, commençons déjà par mettre en application nos enseignements, parce que, comme on dit, hein, on détient les clés de, si on veut, la survie de l'humanité. Ça va passer par nous parce que nous avons toutes les ressources, nous avons toutes les clés. Et donc, pour que les autres en bénéficient, il faudrait que nous-mêmes, nous sachions comment les utiliser. Et donc, c'est vraiment mettre en application ces valeurs-là, vivre nos enseignements et puis impacter de par l'exemple notre société. Et donc, du coup, ça sera beaucoup plus facile quand on s'exprimera ou quand on évoquera un sujet que les gens nous suivent, parce que déjà, d'une certaine manière, on est des êtres d'exemple, donc en matière d'amour, de paix, voilà, le vivre ensemble, ça impactera énormément. Là, je vois une chose, c'est que l'heure passe, ça fait déjà 1h30 que nous sommes ensemble, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est tellement riche tout ce que vous êtes en train de développer. Je vous ai dit tout à l'heure que ça m'étonnerait qu'on réussisse à tenir le deal initial, mais tant pis. Marcel, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de des Elohim, justement, de ce qu'ils préconisent. Et puis ensuite, vous trois, je voudrais que vous abordiez la conclusion, parce qu'il va falloir qu'on arrête quand même. On fera 2 autres émissions qui vont suivre ça, bien sûr, avec l'intelligence artificielle et le transhumanisme. J'espère que vous accepterez mon invitation à ce moment-là pour poursuivre donc ce deal qu'on est en train de mener, à faire bien connaître aux gens autour de nous toute cette révolution. Donc là, les Elohim, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humanité doit entendre? L'humanité doit se pacifier. Il nous faut gagner du temps. Nous sommes à la veille d'une période très critique, avec un très haut de risque
Et donc, si nous voulons que tout se passe bien, il faut apaiser l'humanité, apaiser les tensions. Et pour cela, je crois que la meilleure façon, c'est de parler des messages, parce que les messages, c'est l'ouverture sur les autres, c'est l'ouverture sur l'humanité, sur les espaces infinis. Et donc, je crois que le grand conseil qui nous est donné, c'est d'abord et avant tout faire connaître les messages. C'est le point fondamental. Et construire une société pacifique. La singularité met en évidence que la société doit être transformée vers le pacifisme, faute de quoi ça se passera mal. Et il ne faut pas compter, je pense, sur une intervention directe pour résoudre les problèmes à notre place. Pour accueillir les Elohim, il faut parler des messages, faire connaître les messages, construire l'ambassade. Je pense que notre but principal, c'est ça. Et votre avis, Karim et Infinity? Alors, ben, vas-y, Infinity. Merci. Voilà. Donc, pour ma part, ce que préconisent les Elohim avec l'arrivée de la singularité, enfin, mais je pense que d'une certaine manière, c'est ça. Hein, donc, la construction de l'ambassade, parce qu'on aura affaire à une intelligence super grande, super immense, qu'on aura nécessairement besoin d'aide pour pouvoir la gérer, quoi, la diriger d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, les scientifiques estiment l'arrivée de la singularité à 2100, enfin certains disent à 2045, mais je veux dire, les probabilités sont beaucoup plus grandes pour l'arrivée de la singularité dans les années 2000-2100. Mais bon, ça aussi à savoir que chaque fois qu'on prédit l'arrivée d'une technologie, généralement elle se fait soit 2 ans, 3 ans en arrière, enfin je veux dire 3 ans en avance, et donc on a les fortes chances que cela arrive beaucoup plus tôt peut-être que 2000. Pour nous, on sait que on estime, on espère en tout cas l'arrivée des Elohim un peu avant ça, et donc le plus urgent pour nous serait de construire cette ambassade-là, parce que d'une certaine manière, ça sera à notre profit. Ça sera à notre profit, l'accueil des Elohim, ça sera à notre profit, mais tout en instaurant ou tout en mettant en place un certain nombre de conditions, comme il a été mentionné dans les messages. Par exemple, il faudrait que les humains soient suffisamment harmonieux, qu'il y ait la paix, que la paix règne, parce que les Elohim ne vont pas revenir pour nous léguer cette immense connaissance si on ne s'aime pas, qu'on a à peine du mal à se supporter par nos différences raciales, de couleur de peau et autres, alors que là, on aura affaire à des êtres qui physiquement ne sont peut-être pas comme nous. Alors, voilà. Donc, il faudra un certain nombre, enfin, je veux dire, il nous faudra grandir, mais vraiment se conscientiser à accueillir. Donc, enfin, il faudrait qu'on développe plus de tolérance, plus d'amour pour pouvoir avoir ou mériter vraiment la chance de les voir venir et puis nous aider à gérer cette avalanche de connaissances qu'on aura entre nos mains, quoi. Merci. Karim? Oui, dans les messages, il est dit que les Elohim nous ont fait pas égaux à eux, mais quelque peu supérieurs à eux. Au niveau intelligence, je pense qu'on peut faire confiance à l'humanité. Les humains sont assez intelligents pour inventer, pour créer, pour accélérer la recherche, pour arriver vite à la singularité technologique. Mais je pense que le vrai problème de l'humanité, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, toutes les questions qui ont été posées, tournent autour d'une seule chose. Est-ce que les humains ont suffisamment d'amour pour utiliser les découvertes scientifiques pour le bien de tous? C'est ça la question centrale. Ce n'est pas la singularité qui pose problème, mais c'est la capacité d'amour des humains pour mieux utiliser nos inventions. Et c'est en cela que la mission, le rôle des Raéliens est capital sur la planète, mais vraiment capital. Nous avons plusieurs héritages à recevoir des Elohim.
héritage sur la gestion de la société avec la géniocratie, l'humanitarisme, héritage sur le bonheur, hein, l'héritage du bonheur, la supraconscience, organiser la société pour que l'être humain s'épanouisse plus. Et puis nous avons l'héritage scientifique à recevoir des Elohim. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir cet héritage scientifique-là? C'est un héritage, c'est un couteau à double tranchant. Soit la technologie va nous permettre de faire de la planète un paradis, ou alors, si on continue à se regarder en champ de faïence, mais on va utiliser cette technologie-là pour nous autodétruire et faire retomber l'humanité dans un ère primitif où la nature nous domine, où nous subissons la nature. Et donc, le rôle des Raéliens, il est central. Comment apporter plus d'amour sur la planète? Par nos méditations, One Minute for Peace, c'est une clé que les Elohim nous ont donnée. Nous ne sommes pas nombreux. Parcourir la planète entière, avec quels moyens? Mais déjà, avec la méditation 1 minute pour la paix, nous sommes capables, de là où nous sommes, d'influencer l'humanité à aller dans le bon sens. Ensuite, diffuser les messages. Diffuser les messages. Et l'acte d'ultime construction de l'ambassade et l'accueil des Elohim. Si nous avons qui n'aurait jamais existé sur la planète, ça va tourner l'attention de tout le monde vers les Elohim et leur message qui est riche en solutions pour notre humanité. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour conclure, inviter tous les Raéliens, tous ceux qui sont passionnés de ces messages-là, à diffuser et à aider le Maitreya à accueillir les Elohim. Comme ça, on pourra améliorer le sort de notre humanité. Merci beaucoup. Merci. On va passer une vidéo, dernière vidéo de Raël. Voilà, Evangelos. And what is the ultimate knowledge? Infinity. Can we understand infinity? We cannot understand. We will never be able to understand infinity. But we can feel it. We can enjoy it. We can be happier. But trying to understand will always make you sad, depressed, anxious. Don't try to understand it. Just feel it. Infinity is in the flower, in the fish, in the bird, in you. Feel it. You are part of it. If we study more and more powerful study with more and more powerful computers, what is infinitely small? Then we have the illusion of understanding the infinitely small. We find atoms. And atoms, we say, atoms, this is the smallest part. And in Greek, atomos means something which is small and cannot be cut into or 3 or 10. Then scientific discover, atom made of smaller particles. But continue to use the word atoms, which is very funny. They use the word atoms, which means cannot be divided in smaller parts. Even after discovering that there are electrons, protons, very smaller particles inside atoms. And they say, that's it, we discover.
Now, they search again and they find smaller parts. Quarks. Smaller and smaller parts. And they will always find smaller parts. Because there is no end in infinity. So why studying it? There is no need to study. People think the Elohim are with so advanced technology. They must have a very advanced research. They don't. When they reach a certain level of knowledge, which we are very close to reach, they stop research. The same way, they don't travel in space anymore. They travel a little bit. But when you realize the universe is infinity, why traveling? Because it's infinity. Better be happy where you are. So, two big revelations today. Revelation. To reveal, to say, to announce. Two big revelations. First, Elohim, don't continue to progress scientifically. Number two, they don't travel into because it's not necessary. When you reach a certain level of science, then you realize it's totally worthless to study. And what is important is to be happy. Happiness doesn't come from studying and research. Our science and knowledge can always only be limited. But what is important in this limited knowledge is to be happy, to be, to feel. Because happiness is infinite and immediate. Doesn't need research. Doesn't need study. Don't think that after following more seminars you will be more happy. No. If you discover what is real happiness, it's right now, immediately. Not tomorrow. Not after studying for 10 years the message and coming to seminar. If you are really, really discover what is happiness, being a Buddha, it's right now. If you are a Buddha right now, after 10 years you will not be a better Buddha. You are Buddha, you are the top. You cannot go higher. But the good news is you can do it right now. By feeling infinity, power, energy, happiness, right now. And you will never be better. If you reach this level, it will say, or you can go down. Yes, you can stop being a Buddha. If you stop feeling, if you stop being, then you can go down. The state of being a Buddha, being happy, is not forever. You need constantly to use the consciousness to feel. Cannot be
better, それ以上い but く you と can be worse. それ以上悪くなるんじゃなくて It's like climbing on the tree. You climb on the tree, 木に登って登って there is a wind. そこで風があります Life is a wind. 人生は風です And you have to hold the tree, to だから stay. ちゃんとそこで落ちないように木に捕まってない You cannot go higher because when you reach the top of the tree, there is no higher branch. 上に行っちゃったらそれ以上枝がないから You cannot climb higher. それ以上 But you have to use the consciousness あなたの意識を使って to stay at the top トップ一番上ですとどまって forever 永遠にとどまって in the wind of life. 風という人生の風に So remember, ここで studying 勉 is 強は worthless. 大したことの意味ないです There is no progress 進歩しない in です consciousness. 意識の中では It's immédiat. もう今 Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter pour après le Maitreya? C'est un challenge hein, que je vous donne là. En effet, Marilyn, c'est pas évident. Hein. Généralement, quand Maitreya a parlé, ben, plus rien ne peut être ajouté. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que alors, la seule manière d'échapper au progrès scientifique, c'est de mourir. Bon, un peu nul. Voilà. Alors, comme dit Maitreya, le mieux, c'est de se contenter d'être heureux, voilà, d'être bien dans sa peau. Et si je devrais faire passer un message, surtout au niveau des Raéliens, ben, c'est de continuer à aimer la science, les sciences, en tout cas les sciences des nouvelles technologies et autres, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est des choses qui vont arriver. Mais entre-temps, nous, spirituellement, tout ce qu'on a besoin, c'est d'être en harmonie avec nous-mêmes, continuer à exercer notre spiritualité, donc en étant des êtres gentils, des êtres heureux, des êtres épanouis. Voilà. Et donc, et puis laisser faire les choses. Merci. Merci. Marcel, Karine? Oui, être heureux, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante. La singularité arrive, la singularité technologique où les robots vont se substituer aux humains pour faire de la recherche, pour faire de la production. Et qu'est-ce que l'être humain va faire après? Il va penser enfin, l'être humain ne fera que faire grandir sa supraconscience et être heureux, puisque c'est ça notre destinée. Mais en attendant, surtout pour notre continent, le continent Kama, on a besoin de s'intéresser de plus en plus à la science parce que la science va permettre de résoudre les problèmes de nos quotidiens. On en a vraiment besoin. J'encourage tous les jeunes, tous les kamites à faire la science, à se mettre dans la voie de la science, sachant que la science va résoudre nos problèmes matériels, mais ce n'est pas les études et ce n'est pas la science qui nous rend heureux. Il faut pouvoir développer sa capacité à être heureux après en participant, par exemple, à l'Université du Bonheur. Les élèves qui nous ont créés et qui savent comment nous fonctionnons ont la clé pour qu'un être humain soit heureux. Et ça, ils nous ont donné à travers les enseignements, à travers les enseignements du Maitreya. Et on encourage tout le monde à faire de la science tout en sachant que pour être heureux, il faut apprendre à développer sa supraconscience en venant à l'Université du Bonheur, organisée sur tous les continents. Merci. Eh bien, après de si belles paroles dites tout à la fois par Nursia, par Karim, je crois que nous pouvons prendre quelques instants simplement pour nous sentir ensemble, pour sentir qu'on est liés, qu'on est un. On est ensemble. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Et je me sens bien avec vous. Et j'espère qu'il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas ici, mais qui nous ressentent également. C'est la voie. Développer le lien. Sentir qu'on est un. Et on va continuer la route. Et merci Karim, merci Nursia. Vous avez été très brillants tous les deux. Karim, je ne te connais ça, je ne sais pas, mais vraiment, tu es quelqu'un que j'aimerais connaître parce que tu es quelqu'un d'intéressant.
C'est un mec fantastique. Voilà, je vous aime tous. Gros bisous, Nursia, tendresse, Karim. Et merci à toute l'équipe technique. Bisous à toi aussi. Bisous à tout le monde. Alors, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a 2 annonces pour l'Académie du Bonheur dont parlait Karim. Académie du Bonheur en Côte d'Ivoire. Tu peux mettre voilà, la petite affiche. Alors, je ne vois pas les dates. Voilà, Académie du Bonheur en Côte d'Ivoire du 11 au 13 février. Donc, vous avez, ce sera à l'hôtel Sky Blue à Yamoussoukro. Et si vous voulez des informations, donc il y a un numéro de téléphone que vous pouvez appeler et vous retrouverez les informations sur ral.org. Ça, c'est pour Kama. Ensuite, j'ouvre juste une parenthèse. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kama, c'est l'Afrique dans toute sa splendeur. Et donc ensuite, nous avons une université, une académie du bonheur en Europe. Ce sera en ligne, spéciale méditation sensuelle, le 12 février de 10h à 16h. Et donc, vous avez le lien, mais sinon, vous pouvez retrouver le lien sur rel.org. Alors, il nous reste quelques minutes. Et Noursia ou Infinity, est-ce que tu serais d'accord pour nous faire une méditation pour la paix en quelques minutes? D'accord. Alors, on va prendre une position confortable. Pour ceux qui les jambes, enfin les pieds posés sur le sol, les bras le long de nos cuisses, la paume de main retournée vers le ciel. On va fermer les yeux pour plus de concentration. Pour ceux qui le peuvent, vous allez prendre quelques bouffées d'oxygène de sorte à vous sentir bien, à nourrir un peu vos cellules et à se décontracter. On se sent bien, on est heureux, on se sent en harmonie. Et donc, on va ressentir nos cellules vibrer au son et au rythme de la paix. Cette paix que nous souhaitons tellement pour notre société, où tous les êtres humains de la planète vont être en harmonie, vont se sentir en harmonie les uns avec les autres. On laisse cette énergie créée par cette excitation de nos cellules se divulguer. Et on peut ressentir la connexion avec les êtres qui sont loin de nous. On imagine qu'ils les ressentent. On imagine qu'ils sont aussi connectés à cette vibration. Que nous extériorisons. La paix. La paix universelle. C'est pour demain. Seulement si nous le souhaitons. Je vous remercie. Merci Infinity. Donc nous sommes vraiment vers la fin là. La prochaine émission aura lieu samedi 19 février à 20h. Et ce sera l'amour, le système immunitaire de l'humanité. Merci à tous, merci à l'équipe, merci à nos invités. Voilà, donc tous les premiers et troisièmes samedis du mois, on se rencontre sur YouTube ou sur Zoom. Vous êtes les bienvenus. À la prochaine et merci d'avoir été présents. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent. Et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu
pas, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer